Le cancer, quand il est arrivé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec déjà ? Ça a été mon premier réflexe, c'était de me dire, ok, bon, il y a peut-être un message là, donc on va s'occuper médicalement de le traiter, mais va quand même falloir réfléchir à la suite, parce que forcément, comme tu dis, c'est un détonateur ou un déclencheur. Tu te dis, voilà, il y a des trucs qui vont devoir changer. Dès le début, je me suis dit, moi, j'y connais rien dans tout ce qui est médical. Je vais faire confiance à l'équipe médicale, c'est très clair. Donc, ce qu'ils vont me proposer, je vais l'accepter. Ils vont soigner mon corps. Par contre, c'est pas eux qui vont soigner mon esprit. Enfin, je me suis dit, il faut que je me donne un coup de main à moi-même pour m'aider dans toutes les étapes que je vais traverser. Nathalie, est-ce que tu as ton coupeur de feu ? Parce que sinon, j'en connais un. C'est un peu comme si tu cherches, je sais pas, un garagiste ou une couturière et on te dit, oui, tiens, tu peux aller chez elle, je te la recommande. Et ça, je pense que, tu vois, on parle des soins de support, donc c'est, oui, trouver des personnes qui t'accompagnent et qui t'aident dans toutes les étapes, mais c'est aussi, psychologiquement, tu te dis, voilà, je fais tout ce que je peux, aussi moi, de mon côté, pour m'aider à guérir, m'aider à aller mieux, et ça, je pense que ça joue beaucoup au niveau mental. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. « 40 ans, un cap que Nathaëlle n'était pas ravie de passer. Elle nous dit avec humour que 40 ans, pour elle, c'est le début de la fin, le début de la vieillesse. Elle avait vraiment du mal avec ce grand tournant, mais ce qu'elle nous dit surtout, c'est qu'elle n'était pas là où elle avait vraiment envie d'être professionnellement. Elle jonglait avec 2 boulots, bref, ça n'allait pas si bien que ça, et elle avait décidé d'aller voir sa gynécologue pour avoir un bon de délégation pour voir une psy. C'est une pratique suisse, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne en France, mais bref, elle avait besoin d'un mot d'un médecin pour aller voir une psy. Fille de psy, elle croit en les bienfaits de la thérapie, et je la comprends. Eh bien, le rendez-vous chez la gynéco a pris une tournure un peu cauchemardesque. Bams, cancer du sein, et en plus, elle est repartie bredouille car la gynéco n'a pas voulu faire son bon de délégation. Je voulais voir une psy et je repars avec un cancer. Vraiment pas cool. Mais notre Nathaëlle, elle ne se laisse pas démonter une seule seconde. Non seulement elle se sent à nouveau jeune, car elle entendait partout à l'hôpital « Mais vous êtes si jeune pour attraper un cancer !» Elle qui s'imaginait être entrée dans l'extrême vieillesse, et en plus, pleine d'énergie, de peps et de vie, elle se met en mode projet. C'est comme ça qu'elle fonctionne avec son mari. Ok, comment est-ce qu'on va gérer cette bombe ? Les enfants, leur annoncer. Elle est dans l'action dès le départ. Perso, ça me parle. Et c'est pas de la petite action. Tout de suite, elle se dit, ok, que vais-je pouvoir faire comme changement dans ma vie ? Déjà, aller voir une psy, elle a fini par l'obtenir, son bon de délégation. Le lendemain, elle a foncé à la bibliothèque de son village et elle a loué tous les livres sur le cancer. Bon, c'était pas non plus la British Library, donc il n'y en avait que 5, et elle les a enfilés avec une idée très précise. Je vais tout faire pour m'aider. Les toubibs, ils vont soigner ma maladie, mais moi, je vais soigner mon esprit et je vais m'aider moi-même en plus de la médecine. Quel dynamisme. Nathaëlle, elle a la pêche et franchement, ça fait tellement de bien de l'écouter. Elle est si positive, elle est actrice de sa maladie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu des moments de down complet, de déprime, de solitude. Elle ne s'en cache pas. Et de stress aussi, qui ont affecté son sommeil. Mais elle se bat. Elle veut donner un sens à sa maladie, elle veut apporter des changements dans sa vie et elle veut surtout apporter un message d'espoir. Elle n'a pas voulu se mettre sur les réseaux, ni même faire partie d'un groupe de soutien ou de parole. Elle voulait être dans sa bulle et surtout pas être influencée par des propos négatifs de personnes qui n'avaient pas le moral. Elle ne voulait pas risquer de tomber dans un environnement de désespoir. C'est ce qui lui convenait à ce moment-là. Elle aurait peut-être fait les choses différemment aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'elle a débarqué sur les réseaux 2 ans plus tard, quand elle est tombée dans l'après-cancer. Ah, ce fameux après-cancer dont Gersan nous a parlé dans le podcast précédent. On va parler de plein de choses aujourd'hui, et notamment des soins de support et tout ce qu'elle a mis en place,
Dans ce podcast, je voulais qu'elle partage tout ce qui l'a aidé. Alors ce n'est pas un podcast sur les soins de support avec chaque soin détaillé, mais sur son exploration de tout ce qui pouvait l'aider. Elle a adoré, elle a été très aidée par l'acupuncture. Elle a fait des changements dans son alimentation après une semaine de panique alimentaire. Mais merde, mais qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je dois manger ? Elle nous parlera de ses fameux jus verts. Elle a aussi pris un petit traitement d'homéopathie. Elle a eu recours à un coupeur de feu. Alors je suis totalement fan de comment les Suisses appellent ces personnes. Des personnes qui ont le secret. C'est pas magnifique ça ? Ils disent aussi faiseurs de secrets. Elle nous dit que cette personne l'a fort aidée pendant les chimios. On croit toujours que c'est pendant la radiothérapie que le coupeur de feu est utile, mais en fait pas que. Ce que j'adore avec Nathaël, c'est cette manière d'aborder les choses, d'appréhender les obstacles. Elle avait les rênes en main et elle allait de l'avant avec ce verre toujours à moitié rempli. Ce qui a fonctionné pour elle ne fonctionnera peut-être pas pour vous, mais c'est vraiment chouette d'entendre son témoignage parce que ça ouvre le champ des possibles. C'est pas une méga fan de la méditation, mais elle a adoré la visualisation guidée de Guy Corneau. Dialogue avec les cellules qu'on peut trouver sur YouTube. Et puis j'adore, elle avait des petits gris-gris, des petites pratiques et un minéral qui la réconfortait, des exercices de visualisation. Ce podcast offre un réel message d'espoir, il est plein de vie et c'était important pour moi de l'interviewer. On entend tellement de témoignages négatifs sur l'hormonothérapie par exemple ou sur leur retour au travail. Nathaël, elle a un témoignage positif et je vous laisse le découvrir. Aujourd'hui, elle est pleine de projets. Je vous invite à découvrir sa page Instagram qui est vraiment extra. Elle propose plein de petits trucs et astuces, des questions ouvertes qui font réfléchir. Elle couvre énormément de sujets intéressants et de manière ludique. Et puis quand nous avons enregistré le podcast, nous pensions que son livre serait déjà sorti au moment de la publication du podcast, mais ce sera pour Octobre Rose prochain, donc 2022. Oui, le cancer est une saloperie. Oui, le cancer est dur. Oui, je pense qu'on peut tous dire qu'on s'en serait volontiers passé, mais c'est important d'entendre des messages d'espoir et des messages positifs aussi. Et ce podcast est véritablement un feel-good podcast comme son futur livre. Merci Nathaël et bonne écoute. Bonjour Nathaël. Bonjour Delphine. Alors merci mille fois d'avoir accepté l'invitation de venir témoigner sur le podcast Net Princesse Devenir Guerrière. Un podcast suisse, en fait, aujourd'hui. Je pense que tu es ma première invitée qui habite en Suisse. Oui, absolument. J'habite en Suisse, vers Lausanne. Est-ce qu'il y a déjà de la neige ? Non, quand même. Pas encore, mais écoute. Pas encore, mais ça viendra bientôt, oui. Donc voilà, alors évidemment tout le monde n'écoutera pas ce podcast au même moment, mais c'est vrai qu'on sort un petit peu d'Octobre Rose, où j'ai voulu mettre à l'honneur quand même pas mal de femmes qui ont eu un cancer du sein. Alors on va commencer de manière assez classique. Tu vas te présenter, ton âge, ta composition familiale, le cancer que tu as eu. Bon, maintenant, je l'ai déjà dit, évidemment. L'âge de tes enfants, les traitements que tu as eu, mais on va pas trop s'attarder sur tous les traitements. Bon, c'est bien de donner un petit contexte. Et puis, tu as des sujets passionnants aujourd'hui, Donc, donc voilà, parler de plein de choses. Je dis quand même juste avant de commencer que voilà, que tu m'avais laissé un petit message sur Instagram et t'avais parlé de thèmes que j'avais beaucoup aimé, l'humour, l'écriture, la lecture, les soins de support. Et donc, je pense qu'on va aborder tout ça aujourd'hui. Oui, absolument. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis vraiment ravie d'être là et de pouvoir partager mon expérience. Alors, je m'appelle Nathaël Delacroix. Les personnes qui sont sur Instagram me connaissent sous le nom du Dragibus Rose. Oui, en fait, on ne connaît pas ton prénom, Eh ben voilà, c'est Nathaël. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Mais j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à tout pile 40 ans. Donc, il y a 3 ans, je vais revenir dessus. Je suis mariée, mon mari s'appelle Stéphane. On a 2 enfants, Valentin et Timothée, qui à l'époque avaient 7 ans et 10 ans. Donc 2 garçons. On est d'origine française, mais on a vécu 10 ans à Montréal. Et là, ça fait 7 ans qu'on habite en Suisse. Donc, on est un petit peu internationaux tout en gardant les coins francophones quand même. Comme si peut-être la Belgique, qui sait un jour. Oui. Voilà. Donc, en fait, quand le diagnostic a été posé, c'est vraiment important pour moi de le dire, c'était l'année de mes 40 ans. Et pour moi, 40 ans, c'était le début de la fin. C'est-à-dire, avant même d'être diagnostiquée du cancer, je me disais, mais ça y est, je deviens archi méga vieille. C'était comme si j'avais 112 ans, quoi. Pour moi, 40 ans, c'était l'extrême vieillesse. J'avais hyper peur de cet âge, vraiment. Et en plus, je sais pas, à 40 ans, tu fais un peu le point sur ta vie. Et je me disais, mais mince, je suis pas du tout là où je voudrais être.
peut-être, ça fonctionne pas. Moi, c'est pas ça. C'est pas comme ça que je voyais mes 40 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, je m'étais lancée en décoration d'intérieur à mon compte, mais à côté de ça aussi, j'étais employée en marketing dans une entreprise de cosmétiques, donc je jonglais entre les deux. Je courais tout le temps, j'étais stressée, plus la logistique familiale, parce que 7 ans, 10 ans, c'est pas vieux, hein. Il y a quand même, Non, non. c'est quand même du boulot. Donc voilà, c'était un petit peu, c'était l'année qui me donnait des frissons à l'avance. Quand même, j'avais décidé de fêter ça. Autant ça me faisait peur les 40 ans, autant je m'étais dit, faut que je fête à fond. Alors on était partis au Portugal avec des copines, juste entre filles, on était plusieurs à fêter nos 40 ans. J'avais fait une méga fête chez moi, je m'étais dit, c'est pas grave, c'est horrible, mais quand même, faut le fêter, quoi. Et donc, cette année-là, je sens une petite boule dans mon sein et je me dis, un kyste. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est que je me suis dit, bon, je vais aller consulter. Mais c'était pas du tout le kyste qui m'a emmené consulter. C'est parce qu'en Suisse, quand on veut voir un psychologue, il faut obtenir un bon de délégation d'un médecin pour avoir le droit d'aller voir un psychologue. Et moi, je me disais, là, 40 ans, j'arrive pas, il faut que j'aille voir un psy. Donc, c'est super, je vais aller voir ma gynéco et elle va me faire un bon de délégation pour aller voir un psy. C'était vraiment ma motivation première. Et si j'avais pas eu cette idée de psy en tête, je sais même pas ce que j'aurais fait, en vérité. Mais t'avais quand même ce kyste. J'avais ce kyste, mais il m'inquiétait pas plus que ça. Enfin, ce kyste qui était en fait pas vraiment un kyste, mais qui était une tumeur, ouais. Mais donc je me suis dit quand même, on sait jamais. Faut croire qu'au fond de moi, j'avais senti que fallait pas déconner, hein. Donc j'ai pris rendez-vous avec ma gynéco, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait pas de place avant 1 mois. Et moi, je me dis, il y a pas d'urgence, hein. Pas de problème, hein. Dans 1 mois, c'est bon. Et je crois même que j'ai encore décalé d'1 semaine parce que finalement la date m'arrangeait pas et que je me disais, c'est pas grave, je suis pas 1 semaine près. Donc pas stressée sur le truc. Et ceci dit, quand je suis allée voir la gynéco, elle a pris ça très au sérieux, et Dieu merci, parce que quand je vois les personnes qui sont pas prises au sérieux, notamment à cause de leur âge. Ouais, ça arrive souvent, hein. Oui, et c'est terrible. Et moi, à aucun moment, elle m'a dit non, c'est rien. Au contraire, je dirais, elle a été un petit peu trop anxieuse, en tout cas très très sérieuse. Elle m'a dit oui, je sens quelque chose, je peux pas vous en dire plus, je vous envoie faire mammographie, échographie, quoi. Donc je suis passée entre les mains de l'hôpital. Alors oui, je vais pas raconter tout ça, je vais pas aller dans le détail, mais juste vous dire, c'était donc un cancer, une tumeur de grade 3, donc très virulente. Oui. Mais stade 1 localisé. Et en fait, il y avait rien au niveau des ganglions, donc c'était pris tôt. En gros, elle était active, mais on arrivait au bon moment pour pouvoir éradiquer tout ça. Et ce que je me suis fait dire à l'hôpital, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, ils ont pas arrêté de me dire, mais vous êtes tellement jeune. Moi, je me sentais hyper vieille, et on n'arrêtait pas de me dire que j'étais jeune. Vous êtes tellement jeune qu'on va vous sortir la totale. Donc, j'ai eu une tumorectomie, puis chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, parce que c'était hormonodépendant. Donc, en gros, on m'a dit, on vous remet 40 ans d'espérance de vie. Bon, d'accord, quoi. Ça, c'était... C'est fou le contraste en toi qui te sens... Est-ce que tu sais pourquoi tu te sentais si... 40 ans, c'était vraiment le tournant? Je sais pas, mais je crois que c'était vraiment me dire, zut, en fait, c'est fou, mais me dire, à 40 ans, j'aurais voulu être fière de ma vie, notamment professionnelle, et j'étais pas fière, j'étais en stand-by, j'étais entre deux choses. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'avant d'être diagnostiquée, je me disais, ma vie pro, ça va pas. Je peux pas faire et de la déco et du marketing, moitié-moitié, ça fonctionne pas, mais je ne savais pas ce que je voulais ou ce qui fonctionnerait. Donc j'étais vraiment dans l'image qu'on a quand on est petite fille, ou même quand on a 20 ans, qu'on sort des études et qu'on dit, voilà, dans 20 ans, j'en serai là, et pas du tout, quoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais tu vois, la pression de la société, elle est terrible. Et je te dirais, ce que ça m'a apporté, c'est ça m'a amené à réfléchir. Ok, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut dans la vie et qu'est-ce qui rend vraiment heureux? On y reviendra, mais finalement, l'image... Alors là, le détonateur du cancer, mais il vient te forcer à te poser ces questions-là et à faire des choix, oui. En fait, donc, quand il est arrivé, donc, j'ai eu ce pronostic, on te dit grade 3, tu sais pas ce que c'est. Moi, je suis hyper nulle en chiffres, et je suis pas scientifique pour dessous, je suis désolée. Je déteste la médecine, la physique, la biologie, c'était pas mon truc. Bah, moi, j'aime les livres, quoi. Donc, on te sort, c'est un grade 3. Tu te dis, mais ça veut dire quoi? Et en même temps, tu veux pas trop savoir parce que t'as peur de ce que tu vas découvrir. Donc, voilà, on te balance des chiffres et plein de mots complètement barbares que t'as jamais entendu avant, quoi. Tumorectomie, c'est quoi ce truc-là? Enfin, voilà, j'ai découvert plein de mots trop bizarres, mais effectivement, le cancer, quand il est arrivé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec? Déjà, ça a été mon premier réflexe, c'était de me dire, ok, bon, il y a peut-être un message là, donc on va s'occuper médicalement de le traiter, mais va quand même falloir réfléchir à la suite, parce que forcément, comme tu dis, c'est un détonateur ou un déclencheur. Tu te dis, voilà, il y a des trucs qui vont devoir changer, sinon ça sert à rien de passer à travers tout ça.
Ça a été ton premier réflexe en fait de te dire bon qu'est-ce que je dois comprendre. Il y avait vraisemblablement toute une espèce de remise en question puisque tu voulais aller voir un psy. Donc voilà, donc tu t'es mis tout de suite en mode qu'est-ce que je peux faire comme changement, qu'est-ce que ça va déclencher, qu'est-ce que ça va m'apporter. Ouais. Tout à fait. Et il faut savoir bon, il y a des belles choses, il y a des réflexions. J'ai eu la chance de trouver des méthodes alternatives pour m'accompagner. Enfin voilà, des trucs super. Et à côté de ça, il y a des moments hyper difficiles qu'on vit toutes quand on passe à travers le cancer. Et en fait, quand le diagnostic m'a été annoncé, c'était donc ma gynéco classique que j'allais voir pour les pap tests tous les ans. Voilà, c'est ma gynéco qui m'annonce ça et à qui je dis bon ben là c'est sûr je vais avoir besoin d'un psy. Est-ce que vous pouvez me faire mon bon de délégation? Premier réflexe. Est-ce que j'ai le droit d'avoir mon papier? Oui, c'est ça. Et elle me dit non, je fais pas ça. Et moi je me dis mais quelle horreur, mais pourquoi? En plus ça lui coûte rien, hein, c'est juste elle prend une ordonnance à son nom et elle met comme quoi elle m'autorise à aller voir un psy, donc ça ne lui coûte absolument rien. Et là elle me dit non, je fais pas ça. Et moi je tombe des nues, je me dis mais elle peut pas, elle est en train de m'annoncer que j'ai un cancer, elle refuse de m'envoyer voir un psy, mais au secours quoi. Et donc, moi, dans ma tête, je me dis, bon, je vais quand même m'en trouver un de psy autrement, mais voilà. Et faut savoir aussi que je lui demande des statistiques. Donnez-moi des stats, s'il vous plaît. Enfin, c'est quoi les chances de guérison? Et là, elle me sort un truc du genre, non, je veux pas vous donner des statistiques, je veux pas vous donner de faux espoirs. Bon, autant te dire que j'avais envie de passer par la fenêtre. Enfin, là, j'étais avec mon mari et tous les deux, c'est peut-être envie de changer de gynécologue aussi. Eh ben, je ne l'ai plus jamais revue. Pour moi, c'était clair que c'était impossible pour moi de continuer avec elle. On était assis avec mon mari donc dans son bureau et on jouait du coude pour dire viens, on trouve une technique pour s'enfuir parce que là, c'est plus vivable quoi. Je veux pas vous donner de faux espoirs. Je sais pas si elle a utilisé ces termes-là, mais c'est ça que ça voulait dire. Et en fait, tu vois, quand on parle des violences verbales, médicales, comment dire, elle, clairement, elle ne savait pas annoncer ce genre de nouvelles. Elle fait accoucher des femmes, quoi. Son truc, c'est les bébés. Clairement, dans son cabinet, c'était des affiches de bébés partout. Bon, voilà. Je pense que les cancers, c'est pas ce qu'elle fait le plus souvent. Et clairement, elle ne savait pas annoncer la chose. Et elle faisait une projection énorme. On aurait dit que c'est elle qui avait appris ça et elle était archi déprimée et anxieuse et tout ça. Donc, en fait, c'était terrible. À un moment, j'avais presque envie de lui dire, non, mais ça va bien se passer. Madame, j'avais presque envie de la rassurer. Mais oui, donc on est sorti de là et je me suis dit alors elle c'est clair, je veux plus jamais la voir. Il faut savoir que elle m'a laissé plusieurs messages après coup pour savoir comment ça allait. Donc honnêtement, donc elle a réalisé. Je pense que elle y était pour rien. Enfin voilà, elle pouvait pas, mais c'était pas de la méchanceté ou quoi. Mais elle m'a laissé des messages auxquels j'ai jamais répondu. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, elle m'a mis entre les mains du gynécologue chirurgien de l'hôpital de ma région, qui s'est révélé être l'inverse, mais l'opposé total, souriant, avenant, etc. Et du coup, c'est devenu mon gynéco permanent, on va dire, parce que je lui dis, moi, je retourne pas, je vais pas retourner avec l'autre personne. Il m'a dit, pas de problème, je vous prends. C'est fou, hein, mais l'annonce, en plus, c'est un sujet tellement complexe et j'inviterai sur le podcast une femme. Tout bientôt, à qui on avait annoncé 12 mois à vivre il y a 5 ans. Donc voilà, l'annonce, c'est très complexe et c'est vrai que c'est compliqué. Je pense pas qu'on leur a appris ça dans le cursus. C'est vraiment compliqué, mais je pense qu'il y a vraiment des progrès à faire à ce niveau-là. Oui. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué parce que le patient, c'est déjà un espèce de chaos émotionnel. Donc, c'est très, avec cette femme, on va couvrir aussi comment est-ce que le patient dans quelle situation il est. Est-ce qu'il est tout de suite dans le déni, dans l'acceptation, dans la révolte, c'est vraiment très, très compliqué. Mais en tout cas, c'est dur ce que tu as entendu. C'est vraiment, clairement, donc pour répondre à ta question, quand je suis sortie de là après le diagnostic, je me revois avec mon mari, on allait s'asseoir sur les marches au bord du lac parce qu'on habite, enfin la ville est au bord du lac Léman. C'était un peu le tsunami de se rendre compte de l'énormité des faits, de pas trop savoir à quelle sauce j'allais être mangée, parce que quand on a le premier diagnostic, il y a encore plein d'examens avant de connaître la suite. Oui. Bon, après un peu le chaos, la colère, la tristesse, le désarroi, on est passé assez vite, c'est fou ce que je vais dire, mais en mode projet en fait. C'était genre, ok, alors les enfants, comment on annonce ça aux enfants, quand, ok, va falloir faire venir les parents, on commence à préparer le terrain, comment on gère le boulot. C'était vraiment se dire bon là ok les faits sont ceux-là, on peut rien y faire. Alors c'est intéressant que le mode projet quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise Exactement. Faut dire que mon mari et moi on fonctionne en mode projet, c'est depuis toujours, on est ensemble depuis 20 ans et c'est ça qui nous fait avancer en fait. Donc là c'était comme un nouveau projet dont on se serait bien passé.
c'est sûr, mais on a l'habitude de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait, on organise, on informe, on communique, voilà, ça au moins c'était facile parce qu'on très vite on s'est dit voilà tout ce qu'il faut qu'on fasse. Oui, c'est dans l'action en fait tout de suite. Oui, dans l'action, et dès le début je me suis dit moi j'y connais rien dans tout ce qui est médical, je vais faire confiance à l'équipe médicale, c'est très clair, donc ce qu'ils vont me proposer je vais l'accepter. Ils vont soigner mon corps, par contre c'est pas eux qui vont soigner mon esprit. Enfin je me suis dit il faut que je me donne un coup de main à moi-même pour m'aider dans toutes les étapes que je vais traverser, parce que voilà, moi je suis fille de psy, hein, donc forcément le réflexe psy il est toujours là, et je me suis dit, donc jour 2 en fait j'étais à la bibliothèque de ma petite ville et je suis allée dévaliser le rayon des livres sur le cancer, parce que je me disais bon bah voilà. Alors dévaliser c'est un bien grand mot, parce que c'est une petite bibliothèque, il y avait 5 livres sur le sujet, je les ai tous pris. C'est simple. Et tu peux les mentionner, parce que j'imagine c'était des livres connus, j'imagine. Oui. Alors j'ai pris Revivre de Guy Corneau. Alors je l'ai trouvé fantastique. J'ai pris ce qu'il y avait, donc Anti-cancer, David Servan-Schreiber, donc aussi génial. Ouais. Un livre sur les aliments contre le cancer, et pour moi c'était très clair qu'au niveau alimentation il allait falloir bien réfléchir. Alors ceci dit, je mangeais déjà sainement, mais on peut toujours faire mieux, donc là je me disais bon, on va voir ce que je mets en place. Il y avait un 4e livre qui était Vive le cancer du sein autrement de Thierry Janssen, donc voilà une perle. Le 5e c'était Comprendre le cancer du sein de Mike Dixon, lui qui était plus médical, mais pour le coup je voulais quand même essayer de comprendre ce qui m'arrivait au niveau scientifique, donc voilà. C'est bien, t'avais vraiment tous les styles en fait. Oui. Pour aborder ce cancer aussi, mais donc tout ce qui était plutôt soins de support, c'est ça que tu voulais. Alors je voulais chercher qu'est-ce que le cancer, comment on s'en sort, des solutions pour guérir, et il faut savoir que donc Guy Corneau et David Servan-Schreiber, les deux, ils ont réussi à se guérir de cancer et ils sont décédés plus tard, pas forcément du cancer d'ailleurs, mais ils ont réussi à vivre 20-30 ans après un cancer. Et Guy Corneau, c'était un stade 4. Je pense qu'il est décédé. David Servan-Schreiber, c'était pas mal aussi, hein. Il a quand même vécu avec un pamplemousse dans la tête très longtemps, ouais. Pour les deux, c'était gratiné et ils s'en sont sortis, du moins pendant de nombreuses années. Donc c'est ça, j'allais chercher des témoignages de personnes qui, quand ils ont écrit le livre, étaient encore en vie, du coup, et voir qu'est-ce qu'elles avaient mis en place, en fait. Parce que les deux, elles ont mis en place des choses pour accompagner leurs traitements médicaux, et c'est ça qui est hyper important. Et donc, Guy Corneau, c'était un psychanalyste québécois, et donc ça m'intéressait aussi le côté psy dans son histoire. Et je me revois donc sortir de la bibliothèque, enfin, à arriver à l'endroit où t'empruntes les livres et regarder le gars et lui dire est-ce qu'on a le droit de prendre autant de livres sur le même sujet? Et lui, très stoïque, me dire oui, y a pas de problème. À la fois j'étais mal, et d'un autre côté je me disais mais il me les faut quoi, il faut qu'il m'autorise à aller prendre les 5, j'en ai besoin. Et effectivement, jour 2, c'était aller m'informer, mais en sortant du rayon médical, en allant chercher chercher plus vaste que le médical. Tout de suite déjà dans l'action, hein. Écoute, moi j'adore lire, et pour moi c'était dans mon rayon à moi, dans ce que je sais faire et ce que j'aime faire, c'était comme une évidence. C'était ok, les bouquins qui parlent de ça. Et tu vois, c'est étrange, et on en reparlera aussi, mais j'ai monté ma page Instagram 2 ans après avoir eu le diagnostic. Et au moment où c'est tombé, juin 2018, à aucun moment je n'ai pensé aller sur les réseaux sociaux. Zéro. J'ai rien regardé, pas Facebook, pas Instagram, ça m'est même pas venu à l'idée en fait. Et j'ai même pas tapé. T'as regardé sur des sites internet sur le cancer ou même pas? C'est vraiment les bouquins en fait. C'était surtout les bouquins, un petit peu les sites internet, mais c'était vraiment pas mon réflexe premier. Je pense que la première chose que j'ai tapé, c'est chance de survie cancer du sein. Je crois que c'est le premier truc. Comme Majou Nico voulait pas me donner de statistiques, j'ai eu besoin d'aller voir ce que ça disait. Je sais plus si c'était Doctissimo ou un site quand même sérieux qui donnait des chiffres rassurants, tu vois, qui disait si c'est pris tôt, 10 ans après, 90% des femmes sont encore en vie. Voilà. Ah mon Dieu, mais merci quoi. C'est ça qu'il faut que je lise. Mais sinon, mes recherches internet, elles étaient plus sur des sujets spécifiques. Par exemple, l'alimentation. Dans les livres, je lisais des choses sur les jus verts, et là je me disais, je vais aller chercher d'autres infos sur internet. Mais en fait, ça complétait mes lectures, si tu veux. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc, t'as pas du tout été sur les réseaux, ça c'est déjà une chose. Après, peut-être on reparlera de 2 ans plus tard quand t'es arrivé en fait sur Instagram. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire qui pourrait vraiment aider toutes les femmes? Parce que j'ai énormément de questions par rapport à tous ces soins de support. Oui. Je vais accueillir quelqu'un sur le podcast qui est réflexologue. J'aimerais aussi parler de Reiki. J'aimerais parler de plein de choses. Et tu as essayé
plein de choses. Oui. Donc, ça serait vraiment chouette que moi aussi en fait. Hein, donc pour la petite histoire quand même, j'ai fait réflexologie, acupuncture, reiki, phytothérapie, donc essayer plein de choses. Mais on n'en a pas encore parlé sur le podcast. Donc je suis vraiment contente que tu nous expliques vraiment tout ce qui t'a aidé, pourquoi. Bon, on va pas faire 20 minutes sur chaque soin de support, mais une panoplie de comment ça t'a aidé, de l'alimentation aussi. Ça, on n'a pas encore parlé sur le podcast. Donc je suis ravie que tu nous expliques en fait tout ce que tu as retiré de ces lectures, de tous ces soins de support qui t'ont fait du bien. Oui, alors tout à fait. Donc en fait, moi jour 2, j'allais dévaliser des livres, je cherchais toujours mon psy. Faut savoir que je suis fille de psy, donc c'était un réflexe très naturel chez moi de dire il me faut un psy. Et en fait, une semaine après le diagnostic, je rencontrais mon chirurgien gynécologue à qui j'ai demandé un bon de délégation et qui m'a dit c'est une excellente idée, madame, vous allez en avoir besoin. Voilà, un gentil gynécologue. Voilà, un gentil gynéco qui m'a dit ça, qui m'a dit vous avez des enfants, vous allez vous battre, ça va bien se passer, vous êtes jeune, c'est pris tôt. Et il m'a dit un truc que je trouve fou aujourd'hui, mais que j'avais besoin d'entendre. Il m'a dit je connais aucune femme qui soit morte du cancer du sein. Alors, je pense qu'il voulait dire qu'on s'est pris tôt dans plein de conditions, etc. Mais cette phrase, je me suis dit, je sais pas si c'est vrai, mais franchement, merci. J'ai besoin d'entendre cette phrase. Donc, elle m'a fait un bien fou. Et donc, je me suis dit, voilà, ça c'est le médecin, la médecine, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour aller bien de mon côté, pour m'accompagner? Et un des premiers réflexes que j'ai eu aussi, mais ça c'était pas un réflexe très drôle, c'est je me suis dit, je ne mange plus rien. C'est-à-dire, j'avais l'impression que tout ce que j'allais ingurgiter potentiellement pouvait créer un risque. Et du coup, la première semaine, j'étais complètement paumée au niveau alimentation. Je me dis, le sucre, faut pas manger de sucre, faut pas manger gras, faut pas ci, faut pas ça. Et puis après, tu lis plein de trucs différents. Le thé vert, oui, mais non, finalement, ça marche pas. Tu sais plus. En fait, t'es perdu. Et honnêtement, la première semaine, je pense que j'ai mangé essentiellement des fruits et des légumes et j'étais en mode panique alimentaire. Vraiment, j'étais paumée. Oui. Et donc là, j'avais ce livre, Les aliments contre le cancer, donc j'ai bien lu et je me suis dit, bon, dans le fond, je vais déjà écouter ce qui me fait du bien. Je me suis mise à supprimer effectivement le plus de sucre possible. Moi, j'étais chocolat au lait. J'étais Lindor, moi, team Lindor rouge. Oh là là, j'ai dû annuler ça et je suis passée au chocolat noir à 70%. Ça a été difficile, mais finalement aussi fait. Et pas trop sucré, pas trop gras, moins de viande, même si j'en mangeais pas des masses. C'était plus rééquilibré. Rééquilibré, même s'il y avait rien que je faisais de vraiment terrible avant, mais ça devenait plus drastique. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis acheté un extracteur de jus, je me suis fait des jus verts très 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 régulièrement. Ça, c'était, je sentais vraiment que ça boostait en fait l'énergie, le système immunitaire. Donc ça, j'avais l'impression à côté de tous les médicaments que je devais prendre et qui quand même sont plein de, je sais pas si on peut dire ça, toxiques. Ils sont toxiques mais pas toxiques. Ils te font du bien mais ils te font du mal. Voilà. Et je me disais au moins ce jus vert, c'est que du bon concombre, pomme, citron vert et puis céleri. Je pense que c'était ça ma recette. T'avais l'impression d'avaler de la santé. Oui, exactement. Mais alors vraiment, c'était vraiment ça. Et même si ça prenait un temps fou à faire et surtout à nettoyer, mais vraiment, c'était, ça me faisait du bien. Donc, et t'as fait ça pendant toutes les chimios? Ton jus tous les matins ou pas tous les matins? C'était au feeling, mais beaucoup pendant les chimios. Alors moi, il faut savoir que j'ai eu 4 chimios. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas encore dit dans ce podcast, c'est que je suis hyper optimiste par nature. Et donc moi, quand on m'a dit que j'allais avoir que 4 chimios, je me suis dit, j'ai tellement de chance. Il y en a plein qui en ont 12, même plus que ça, 16 et tout. Moi, j'en ai que 4. Et donc, je suis allée en me disant, voilà, quoi, c'est cool, c'est pas trop. Mais c'est un protocole totalement différent, en fait. C'est les chimios EC ou c'est encore autre chose? Non, alors j'ai eu Taxotere et Endoxan. Et Endoxan. Et ce que j'ai compris après, parce que je m'étais pas posé la question, c'est qu'en fait, c'était des chimios archi lourdes qu'on m'avait. C'est un peu les chimios de l'époque, en fait, hein. C'est ça qu'on donnait avant. Peut-être, mais en l'occurrence, de ce que j'ai compris après coup, sans avoir beaucoup cherché, mais on m'a dit, mais en fait, c'est la même chose que quand t'as les EC et les Taxol, sauf que c'est plus condensé sur 4 fois. Mais écoute, à l'époque, je ne le savais pas. Donc, moi, j'étais hyper chanceuse d'avoir que 4 chimios. Et pour revenir à l'alimentation, avant chaque chimio, je mangeais très peu. Il y a des personnes qui jeûnent et à qui ça fait beaucoup de bien, qui disent que ça les aide beaucoup à supporter les chimios. Moi, j'étais pas prête à jeûner parce que moi, j'aime trop manger en vrai. Mais je me disais, ok, je pense que effectivement, ça peut être pertinent de manger léger le jour avant la chimio, le jour de la chimio et le lendemain. Ouais, donc là, je mangeais essentiellement des légumes vapeur, un petit peu de riz, voilà, j'allégeais beaucoup.
C'est fort conseillé en fait, hein. Oui, pas de protéines. Après, chacun fait comme il veut, mais pas de protéines animales en fait la veille, le jour même et le lendemain, parce que c'est plus difficile à digérer. Donc c'est vrai que ça peut aider énormément. En tout cas, moi, je pense que ça m'a bien aidé. Oui. Et il faut savoir que dans ces 4 chimios, je n'ai eu aucune nausée à aucun moment. Donc, ça c'est exceptionnel quand même. Je me dis que ça a dû aider. Voilà, l'alimentation a dû aider. C'était sûrement pas le seul facteur, mais ça a dû aider. Ça c'est bien, parce que c'est vrai que c'est quand même pas la partie la plus agréable. Bon, pas pendant les taxols, mais pendant les EC. Donc je sais pas quelle est ta composition, mais c'est bien. Écoute, c'est quelque chose que les gens peuvent essayer aussi, de manger léger la veille, le jour même et le lendemain. En fait, je te dirais, il y a beaucoup de littérature. Non, voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de littérature là-dessus. C'est compliqué. On parle beaucoup de jeûne, oui, effectivement, mais bon, quand on arrive à un poids très très maigre à cause de des chimios, c'est pas toujours conseillé, mais c'est une possibilité c'est bien de la mentionner. Ben en fait, je dirais il faut sentir. En fait, le message, c'est hyper important de sentir est-ce que ça vous va ou pas. Exactement. Si vous sentez que c'est trop pesant, que c'est une contrainte, ne le faites pas. Mais si vous pensez et vous sentez que ça peut vous faire du bien, essayez-le et vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Il y a pas de risque en fait. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Donc alors les autres soins de support. Oui. Alors les autres soins de support. Donc j'ai réussi à aller voir une psy qui m'a suivie pendant tous les traitements, et ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a été super dans le sens où moi j'essayais vraiment de dissocier la maladie et le message en fait. Qu'est-ce que je fais de cette maladie? Comme dit Thierry Janssen, donner un sens à sa maladie. Qu'est-ce que j'en fais? Et alors j'étais complètement perdue, mais je me revois avec cette psychologue qui pratiquait aussi la visualisation, qui me dit ok, regarde, on va extraire le message de la tumeur. La tumeur, c'est une chose, elle va être enlevée très bientôt, ça c'est traité. On va garder une bulle avec le message et on va essayer de décortiquer. Voilà, psychologie, visualisation, pour moi super. Aussi, moi la méditation, je sais il y a beaucoup de personnes qui en parlent, c'est pas mon truc, j'arrive pas. Voilà, je suis désolée, j'arrive pas. Par contre, il y a une visualisation guidée de Guy Corneau qui s'appelle Dialogue avec les cellules, je sais pas si tu connais. Non, je la connais pas. C'est une méditation. Enfin, ouais, en fait, c'est une méditation où il parle pendant une demi-heure et il invite à visualiser ses cellules, celles qui sont malades, qui sont en train de partir et qui sont en train d'être remplacées par des cellules en bonne santé. Et donc, c'est très bien dit, c'est un peu poétique, il y a une musique de fond qui est très douce avec des bols chantants. Et alors ça, je l'ai écouté quasiment tous les jours. Mais c'est de la méditation quand même, hein. Ouais, c'est de la méditation guidée, tu vois. En fait, il y a plein de choses qui sont des formes de méditation, en fait. C'est simplement que tu es content d'avoir un guide, en fait, qui t'accompagne. Oui. Mais c'est bien parce que ça, c'est vraiment branché maladie, en fait. Dialogue avec les cellules. Oui, tout à fait. Là, c'est pour les personnes qui ont le cancer, clairement. Enfin, et tout le monde a accès à cette. Oui. Alors, tu pourras mettre le lien sur ta page. Oui, c'est sur YouTube. Tu tapes Dialogue avec les cellules, Guy Corneau, et c'est en accès libre. Et vraiment, alors ça m'a fait un bien fou. Voilà. Notamment dans les moments où tu es dans le creux. Moi, je suis passée par des moments, évidemment, de déprime, d'angoisse, au secours, hein, comme tout le monde, mais de moments où ça allait hyper bien, je me disais, c'est bon, ça va bien se passer. Mais quand ça redescendait un petit peu, tu vois, quand le moral retombait dans les chaussettes, là, j'écoutais cette méditation et ça me reboostait, en fait. Je me disais, bon, ouais, là, ça va pas fort, mais t'entends ça et ça te redonne de l'espoir, en fait. Voilà. Et ça te remet acteur. Parce que tu dois visualiser ton corps qui va bien. Donc, ouais. Donc ça a été super pour moi. Bon, moi, en fait, si tu veux une image, c'est un peu, j'ai essayé des milliards de trucs. C'est comme quand tu rentres dans un magasin, tu cherches une robe, t'en essayes 10, 15, différentes formes, différentes couleurs, et après, tu dis, bon, celle-là, je garde pas, celle-là, oui, bon, voilà. Donc, en fait, moi, c'était un petit peu ça. J'ai essayé l'homéopathie. Et en fait, je sais pas comment dire, ça a été à la fois réussi et loupé. Ça a été un rendez-vous manqué parce que l'homéopathe que j'ai vu devait m'envoyer une ordonnance que je n'ai jamais reçue. Donc en fait, j'ai jamais réussi à avoir accès à ce qu'elle voulait que je prenne, si ce n'est un médicament qui s'appelle le Liscador, qui est du gui fermenté et qui est censé booster le système immunitaire. Et je crois qu'en Allemagne, ils accompagnent, au niveau médical, ils accompagnent le cancer avec ce traitement-là. Ah bon? Oui. Selon les pays, c'est différent. Et donc, ça s'appelle Liscador. Et donc, en fait, c'était une injection à faire régulièrement. Et moi, j'ai pris de Liscador entre mon opération et ma chimio. Donc, il y a 1 mois à peu près de délai entre les deux. Pendant tout ce mois-là, j'ai pris de Liscador. Et je pétais le feu. J'étais en forme. Alors, ça, c'est de l'homéopathie, tu dis? C'est de l'homéopathie, oui. Ah, de l'homéopathie. Waouh, mais ça, j'ai jamais entendu.
Mais peut-être si tu pouvais me donner des informations comme ça, je mets. Bon après, de toute façon, je peux pas donner de conseils médicaux, mais ou de prescrire, enfin de dire aux gens de prendre déjà, ça. Mais c'est bien comme information, comme ça ils peuvent en parler à leur médecin, quoi. Oui, sachant que moi, bon, c'était une homéopathe, donc une médecin homéopathe qui me l'a prescrit. Donc je me disais, voilà, on parle de quelque chose de sérieux. Moi, j'avais entièrement confiance. Et alors ça, c'est différent. Je connais une personne en France qui s'est soignée d'une hépatite C grâce à l'Iscador parce qu'elle refusait les traitements lourds et elle s'est guérie. Mais bon, voilà. Après, chacun ses croyances, chacun ses besoins, etc. Mais il faut savoir que donc pendant ce mois où j'ai pris l'Iscador, j'étais hyper en forme. Et mon mari me dit, mais c'est pas possible que tu sois en forme comme ça. Vraiment, ça me donnait beaucoup d'énergie. Et quand j'ai commencé les chimios, j'en ai parlé à mon oncologue parce que pour moi c'était évident. Enfin voilà, je voulais pas commencer à faire des choses parallèles sans lui en parler, pour lesquelles il serait pas d'accord. Et il m'a dit, je préfère que vous arrêtiez. Donc j'ai arrêté. Mais il faut savoir que je pense que ça m'avait fait aussi du bien pour maintenir la forme. Donc voilà, et mon petit parcours avec l'homéopathie, il s'est arrêté là parce que voilà, j'ai jamais reçu les ordonnances, voilà, ça s'est pas fait. Bon, c'est pas grave. Ce que j'ai fait aussi très rapidement, c'est l'acupuncture et en fait, j'en fais encore. Et ça voilà, toi aussi tu peux témoigner. Moi j'en ai fait toutes les semaines pendant tout le cancer, Toutes les semaines. Et tu vois, moi c'était toutes les 3 semaines, c'était la veille de chaque chimio, j'y allais. Et à chaque fois, je lui disais comment ça s'était passé ma chimio d'avant, et là, elle réajustait ce qu'il y avait réajusté. Donc, je pense que ça a énormément aidé pour les bouffées de chaleur, pour le stress, les nausées, que je n'ai pas eu, les douleurs articulaires. En tout cas, moi, vraiment, concrètement, j'ai eu très, très, très peu d'effets secondaires des chimios. D'un côté, je suis gênée de le dire parce qu'il y en a pour qui c'est extrêmement difficile, et d'un autre côté, je veux que vous sachiez, mesdames, que en fait, on peut avoir des chimios et ça peut se passer relativement bien. La seule chose que j'ai eue après ma première chimio, c'est des douleurs articulaires, mais incroyables, des douleurs musculaires partout. Ça, c'était terrible. Et en fait, ce qui a réussi à délier tout ça, c'est un massage. Au bout de 4-5 jours où j'en pouvais plus de ces douleurs, je suis allée me faire masser et ça a fait passer tout ça. Et la fois d'après, je pense que l'acupuncture avait aidé, donc j'ai plus eu ces douleurs. La première semaine, j'ai eu ça. Et aussi, si j'ai un message à donner, c'est que moi, vu que je venais de recevoir les chimios, je voulais surtout pas me remettre des médicaments dans le corps. Donc, je n'ai pris aucun antidouleur. Et mon médecin m'a dit, mais pourquoi vous avez souffert? Pourquoi vous avez subi tout ça? Et ça m'était même pas venu à l'idée de prendre des médicaments pour calmer les douleurs musculaires. Même pas. Et en fait, là, je me suis dit, ok, on te prescrit des médicaments, c'est pour t'aider, en fait. Donc, prends-les si tu sens que tu en as besoin. Pas les réflexes parce que t'en avais déjà assez, oui. Mais c'est ça, je me disais, j'ai tellement de trucs dans le corps, je vais pas en rajouter, mais là, c'était une erreur. Et après coup, peut-être il y a eu une fois ou deux où je me dis, oula, attention, là, peut-être il y a une petite nausée qui monte vite, je prends le médic, ou peut-être là, je sens que mon corps, ça va pas. Là, j'ai pris les médicaments et ça s'est bien passé. Et de même, il faut dire que un truc qui a été hyper compliqué pour moi, c'est le sommeil. Et quand j'ai vu mon oncologue 1 semaine après la première chimio, il me regarde, il me dit mais vous êtes en déficit de sommeil, madame. C'était comme une opération bancaire qui aurait mal tourné, quoi. Tu vois. Et il me dit, mais pourquoi vous prenez pas les somnifères? Bah oui, mais j'y ai pas pensé, monsieur. Donc voilà, il faut quand même. Ça a été un souci pour toi. On en a pas parlé en fait sur ce podcast même de sommeil en fait. Ça a été un souci pour toi pendant la chimio? Alors, moi, je pense que même avant le cancer, c'était pas évident le sommeil, mais alors forcément, ça n'a pas arrangé et très compliqué. Le sommeil très compliqué. Ouais, alors il y a pas mal de personnes qui ont des troubles du sommeil pendant la chimio, en fait assez fort après la chimio à cause de la cortisone en fait, qui excite. Donc je sais pas si c'était ça. Mais il y a eu ça, mais pas que ça, si tu veux. Pour moi, il y a eu, je pense, le cancer, il y a eu beaucoup de stress. Et le stress, je pense, m'empêchait de dormir. Ouais. Et donc, j'ai commencé à prendre des somnifères, ce qui est pas quelque chose que je voulais faire dans ma vie. Mais là, je me suis dit, là, ma cocotte, faut t'aider quand même. C'est-à-dire, important de dormir, Ouais, c'est important de dormir. Donc oui, il y a tous les soins de support qui t'accompagnent et c'est bien. Mais si ça suffit pas, il faut pas être bête non plus. Donc, j'ai commencé à prendre des somnifères et je te dirais maintenant, c'était donc il y a 3 ans, plus de 3 ans. Je dors mieux, mais parfois ça va pas très bien et j'ai des petites gouttes que je prends. Enfin voilà, j'alterne encore un petit peu. J'essaye de pas en prendre trop souvent, mais si vraiment je sens que ça va pas, je me le permets. En fait, c'est ça. En fait, je me fais ce cadeau de me dire c'est pas grave. Tu peux prendre un somnifère de temps en temps parce que ça fait du bien et t'en as. Ouais. Et donc, il y a eu l'acupuncture. T'as essayé encore d'autres choses, je pense. Oui. Le massage. Il y a une chose que j'ai pas dite, mais alors en Suisse, les coupeurs de feu, il y en a partout. Des guérisseurs, des énergéticiens, on les appelle comme on veut, des coupeurs de feu, des personnes qui ont le secret. C'est pas tout à fait la même chose en fait, parce que je me souviens quand on avait parlé, tu parlais d'un guérisseur. Je me suis dit oula, elle parle d'un guérisseur. Et puis en fait, t'as dit un coupeur de feu. Mais en Suisse, on les met tous dans le même. Non, alors
Bon, donc il faut juste savoir que c'est courant d'aller voir des personnes qui peuvent aider. Et en fait, en Suisse, on a le guide des guérisseurs de Suisse romande. C'est un livre officiel qui est sorti et qui donne 250 noms et téléphones de personnes qui peuvent t'aider pour tel ou tel problème. Ils sont répertoriés par si tu as une verrue, si tu t'es pour les hémorragies, si tu brûles. Donc, c'est un livre qui est vendu. Ah oui, et c'est un livre qui est déjà vendu à plus de 30 000 exemplaires, je crois. Et est-ce que tous ces soins sont remboursés? Alors, ça dépend, mais juste là où je veux en venir, c'est que quand je suis tombée malade, c'est incroyable. Il y a 4, voire 5 personnes, collègues, amis, voisins, qui m'ont dit Nathalie, est-ce que tu as ton coupeur de feu? Parce que sinon, j'en connais un. Ah ouais. C'est un peu comme si tu cherches, je sais pas, un garagiste ou une couturière et on te dit oui, tiens, tu peux aller chez elle, je te la recommande. Eh bien, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit je te donne le nom et tu l'appelles. Très rapidement, j'ai eu des noms de coupeurs de feu, mais qui peuvent faire autre chose aussi. Moi, en l'occurrence, la personne qui m'a accompagnée, c'était on dit ici, en Suisse, on dit une personne qui a le secret et notamment qui peut aider pour tout ce qui est brûlure. Non, mais c'est charmant. Qui a le secret, mais c'est le secret de quoi? Le secret avec un grand S, en fait. Le secret, exactement. J'adore, oui. Et on dit aussi des faiseurs de secrets. Enfin, c'est un monde très différent, mais je me suis dit, j'ai rien à perdre. Alors là, j'y vais. Donc, en fait, les coupeurs de feu, ça peut se faire à distance. La personne sait que tu vas avoir tes traitements. Alors, faut savoir que moi, dans ma tête, coupeur de feu, oui, d'accord. Mais quand j'allais avoir la radiothérapie, je me dis, oui, la radio, c'est du feu, ça brûle, etc. Donc, ok. Et là, j'ai une amie qui rentre de randonnée, qui m'appelle un soir et dit, Nathalie, j'ai trouvé la personne pour toi. Je l'ai rencontrée à la montagne aujourd'hui, elle a le secret, elle peut t'aider et tout, c'est génial, appelle-la. Et je dis d'accord, mais c'est pas tout de suite, tu vois, on est en août, moi, ma radiothérapie, elle commence en novembre, je me dis c'est bon quoi. Elle dit non, il peut t'aider aussi pour la chimio. Je dis ah bon? Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre. Donc, en fait, moi, je suis allée le voir une fois parce que j'étais plus à l'aise quand même de rencontrer la personne, de faire une séance avec elle. Et ensuite, il a noté mes dates. Enfin, en l'occurrence, c'est un monsieur. Il a noté mes dates de chimio. Et avant chaque chimio, je sais pas ce qu'il faisait, mais il faisait ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et c'est comme en Belgique, ils font pas payer, en fait. C'est gratuit ou pas? Alors, c'est gratuit. Si tu veux, moi, quand je suis allée le voir pour une séance, je l'ai payé. Bien sûr. Ça, c'est normal. Il a passé 1 heure avec moi. Et en fait, c'était un peu ça. Je me dis, en fait, je crois que j'étais un peu mal de me dire que c'était gratuit. Donc, je me suis dit, je vais aller le voir. Au moins, je lui paye une séance. Et après, son soutien était gratuit pendant tout le reste du temps. Oui, c'est ça. Comme ceux qu'on rencontre ici aussi. Ils font ça à distance et voilà. Et pour répondre à ta question, si c'est remboursé, alors, ça dépend. C'est-à-dire qu'ils sont pas remboursés en tant que guérisseurs énergéticiens. Par contre, il y en a quand même beaucoup qui passent un diplôme ici de kinésiologie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est reconnu. Et du coup, ils te facturent une séance de kinésiologie tout en faisant ce qu'ils ont à faire. C'est fou ça, vous êtes vachement en avance en Suisse quand même, parce que la kinésiologie est remboursée quand même par l'État. Oui, la kinésiologie est remboursée, absolument. Et ça, je pense que tu vois, on parle des soins de support, donc c'est trouver des personnes qui t'accompagnent et qui t'aident dans toutes les étapes, mais c'est aussi psychologiquement, tu te dis voilà, je fais tout ce que je peux aussi moi de mon côté pour m'aider à guérir, m'aider à aller mieux, et ça, je pense que ça joue beaucoup au niveau mental. Est-ce que tu avais l'impression d'être encore plus actrice de ta maladie en cherchant tous les moyens qui peuvent atténuer en fait tous ces effets secondaires? Totalement. C'est se faire du bien aussi, hein. Oui, exactement. Et en fait, c'est s'aider, quoi. C'est s'accompagner soi-même. Ouais. Tu as fait de la réflexologie plantaire aussi? Alors, j'ai fait une seule fois parce qu'en fait, tout bêtement, moi, c'était avec l'assurance que j'ai, elle me remboursait pas la réflexologie. Donc, j'en ai fait juste une fois, sinon j'en aurais fait, je pense, plus souvent. Par contre, elle me remboursait l'acupuncture, donc ça, j'y suis allée régulièrement. J'ai aussi, en fait, c'est ça. Après, c'est une histoire de budget, hein. C'est une histoire de choix et de budget, et tu peux pas tout faire. Enfin, si tu peux tout faire, tant mieux. Mais à un moment, faut dire, ok, qu'est-ce qui est remboursé, qu'est-ce qui me fait le plus de bien, et tu trouves l'équilibre là-dedans. Je sais pas en Suisse, mais il y a pas mal de maisons d'accueil en fait maintenant en France, en Belgique, où tous ces soins sont offerts en fait dans ces maisons d'accueil de femmes qui ont le cancer. Donc c'est vrai que là, un petit message, j'encourage à vraiment aller voir dans vos villes s'il n'y a pas tous ces soins qui sont offerts en fait dans ces maisons d'accueil, parce que c'est vrai qu'on arrive à un budget qui est complètement nous, l'acupuncture est aussi remboursée, mais c'est vite des budgets de fou en fait, hein. Donc il y a des services parfois dans les hôpitaux, donc ça vaut la peine de regarder quand même, de se renseigner. Donc voilà. Donc toi, ça t'a vraiment aidé à passer à travers tout ça?
Oui, absolument. Aussi dans les petites choses enfin, voilà, les petites choses faciles. Moi, j'avais ressenti le besoin d'avoir une pierre, tu sais, un minéral. Donc, j'étais allée dans un magasin de pierres. J'avais dit voilà, j'ai une tumeur. Qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, et j'avais cette pierre que je prenais avec moi à chaque traitement, qui était toujours dans mon sac, un peu comme un gris-gris, hein, finalement. Donc, Oui, mais c'est toutes des petites choses, quoi, qui t'aident et qui te font du bien. J'avais une amie qui m'avait dit alors là, il va être temps de mettre tes plumes de canard. Et là, je dis mais de quoi tu me parles? C'est quoi cette histoire de plumes de canard? Elle dit ouais. Et tout le monde va te dire plein de choses. Mais les gens, ça va refléter leurs peurs, leurs angoisses, leurs croyances, leur expérience et tout. Donc toi, tu mets tes plumes de canard, comme l'eau, il faut que ça glisse. Il faut que ça glisse. Et en fait, c'est un conseil qu'elle m'a donné au tout début, en fait. Mais merci, vraiment, merci, parce que ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'effectivement, les gens, oui, il y a toutes leurs peurs qui sortent. Et notamment, je me souviens d'une amie qui m'a dit aussi au tout début, tu vas voir, Nathalie, bon, ça va vraiment être difficile, ça va pas être facile, tu vas avoir mal, tu vas avoir si, oh, mais au secours, au secours, au secours. Et là, j'ai senti mes plumes de canard en disant, on n'en sait rien. Et en fait, moi, je voulais pas qu'on me dise, je voulais pouvoir le découvrir moi-même. C'est-à-dire, en fait, je voulais pas savoir. Me dis pas comment ça va se passer, parce qu'en plus, ça peut te donner des idées que t'aurais même pas eues. Enfin, je sais pas comment dire. Mais c'est pas ça que tu avais dit par rapport aux réseaux sociaux. Tu voulais absolument pas, en fait, entendre des avis négatifs. T'avais peur que ça t'influence. Oui. Tout à fait. Et tu vois, ça rejoint l'histoire des maisons. En Suisse aussi, maintenant, je sais qu'il y a des associations qui aident et où sûrement on peut recevoir plein d'accompagnements gratuits ou moins chers. Alors, à l'époque, moi, je me suis mise dans ma bulle et j'ai dit, moi, je ne veux pas, c'est fou ce que je veux dire, je ne veux pas côtoyer des personnes qui ont le cancer parce que je ne veux pas me retrouver dans un environnement de désespoir, de tristesse, voilà, de tout ce qu'on imagine sur le cancer. Je me suis dit, moi, je veux sortir la tête de l'eau et je veux pas me laisser influencer par des personnes qui seraient, elles, mal prises avec cette maladie. Voilà. Alors, je sais que c'est fou à dire, mais c'est ça qui m'a fait du bien. Donc, moi, je me suis coupée des réseaux et j'ai pas cherché à rencontrer d'autres personnes qui avaient le cancer parce que, en fait, j'étais pas capable. À ce moment-là, j'avais trop à traiter moi-même pour me laisser envahir, voilà, par l'expérience de d'autres personnes. Et aujourd'hui, je sais que j'aurais rencontré des personnes aussi optimistes parce qu'il y en a. Mais c'est ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Mais voilà. Et à ce moment-là, et aussi, je voulais me faire mon truc à moi. Pas d'influence. Donc, effectivement, Alors, par contre, t'as débarqué en force sur les réseaux 2 ans plus tard. Pourquoi est-ce que t'as décidé de faire ça? Alors, clairement, pendant que j'étais malade, je n'aurais pas pu. Voilà, j'étais avec moi-même, j'étais à démêler tout ça, à me dire ça va aller. Donc, j'étais pas dans un état d'esprit où je pouvais partager. Ceci dit, une fois que t'es en rémission, bon, l'après, c'est compliqué. Tu dis ok, c'est fini, mais en fait merde, il y a tout ça qui m'est arrivé quand même. Et qu'est-ce que tu fais de l'après? En fait, c'était un peu ça. Tu dis c'est fini, et quand même finalement après coup tu dis mais quand même ça s'est relativement bien passé. Aujourd'hui je suis en rémission. On m'avait promis plein de trucs horribles, ça n'a pas été si pire que ça. Tu m'en parles d'hormonothérapie. Moi j'ai eu des effets, j'ai eu tous les effets les 3 premiers mois, et maintenant plus rien. Alors donc, ça, tu peux redis-le, pour que quand même, il y a tellement de femmes qui veulent même pas commencer. Elles sont tellement tétanisées, et à juste titre, hein. Honnêtement, franchement, moi, j'étais tétanisée par l'hormono avant même de commencer la chimio. Donc, je me disais, est-ce que ça sert à quelque chose de me polluer l'esprit déjà maintenant? Mais donc, toi, t'as eu énormément d'effets secondaires pendant 3 mois. Alors, moi, il faut savoir que l'état d'esprit que j'avais pour chaque traitement, c'était OK. Ça va pas forcément me faire du bien, mais c'est pour mon bien. Donc, je me disais, il faut vraiment voir la part des choses, c'est mon allié. Et petite parenthèse, quand j'allais recevoir mes chimios, je trouvais toujours un petit moment où j'étais tranquille, je prenais le fil avec le produit dans les mains et je lui parlais. Et je disais, donne-moi du bon, donne-moi que du bon. Alors, c'est tout bête, on a chacun nos petits trucs. Mais moi, c'était, en gros, je disais, OK, je sais que tu vas pas me faire que du bien, mais essaye de me donner surtout du bien et pas trop de mal. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, si tu veux, à chaque traitement, je me disais, OK, il va y avoir des effets. Maintenant, comment je passe à travers? Et en fait, est-ce qu'il existe quelque chose pour les atténuer? Finalement, c'était toujours en mode solution. L'hormonothérapie, j'ai tout eu. Hein. Les douleurs articulaires, la déprime, les états d'âme, les bouffées de chaleur, l'insomnie. C'était lequel? Le tamoxifène? Je suis sous tamoxifène. Ouais. Donc, j'ai tout eu. Mon oncologue me disait, oui, c'est normal, j'en vivais avec, super, bon, merci, monsieur. Et à côté de ça, acupuncture, je me souviens même plus ce que j'ai fait ce que je faisais depuis le début, donc tu vois, toutes les mêmes choses. Ouais. Et c'est passé, en fait, avec le temps, c'est passé, vraiment. Et là, tu dirais que t'as plus d'effets secondaires du tout? Là, un peu le sommeil?
Peut-être le sommeil, voilà. Mais le sommeil, mais comme c'était déjà délicat avant, je sais pas si je peux l'attribuer à l'hormonothérapie ou pas. Et là, il faut savoir que j'ai recommencé, enfin, je n'ai jamais vraiment arrêté, mais l'acupuncture, j'y allais de manière un peu sporadique dernièrement. Et là, j'ai recommencé à y aller de manière très sérieuse pour traiter le sommeil. Et en l'occurrence, dernièrement, je m'endors mieux, et je pense grâce à l'acupuncture. Donc, l'hormonothérapie, pour moi, se passe hyper bien. Maintenant. Bien. On a besoin d'entendre, mais maintenant, tu vois. Quand j'étais malade, une chose que j'ai pas dite, j'ai écrit, j'ai acheté des cahiers, j'ai noirci, j'écrivais mes rêves, mes angoisses, mes colères, mes rêves, tout. Et j'ai noirci, je pense, 7 grands cahiers. Et je me disais, mais j'ai besoin d'écrire sur cette expérience. Mais là, si j'écris aujourd'hui, je suis au fond du trou, franchement, non, ce sera pas très gai et tout. Donc, c'était par moments, je me disais, il faut que j'écrive. Et d'autres moments, je me disais, ça va faire déprimer tout le monde. Surtout pas. Et après les traitements, petit à petit, dans ma tête, je me disais, mais je pourrais écrire un guide, en fait, voilà, pour dire, voilà, comment moi j'ai traversé toutes les étapes et ce qui peut aider les autres personnes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je vais aller sur Instagram, je sais pas, pour découvrir la communauté et pour donner, en fait, juste pour dire, voilà, c'était il y a 2 ans. À l'époque, j'aurais pas pu vous en parler. Maintenant, avec le recul, je peux vous en parler et voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et finalement, ce qui venait spontanément, c'était, regardez, c'est difficile, mais on peut faire ça, ça peut aider. Enfin, tu vois, c'était... Oui, c'est chouette, c'est chouette parce que je trouve ton compte n'est pas... tu donnes des possibilités. Tu vois, tu n'affirmes pas que telle chose va aider. C'est toutes des champs des possibles en fait, Oui, parler pistes. Un peu de réflexion, des pistes, des réflexions, des petites questions ouvertes, très très complet comme page. Honnêtement, je trouve que ça couvre plein d'aspects de la maladie, tous les soins de support, toutes les réflexions sur l'après, le couple. Non, c'est vraiment une très très chouette page. Ben merci, parce que vraiment mon objectif c'est que les personnes qui traversent ça en ce moment puissent trouver voilà peut-être des idées, un peu sourire et que ça leur donne des pistes et que ça leur donne envie de se battre en disant OK, il existe des trucs là, je vais y aller. Oui, c'est ça, c'est plein en fait, c'est vraiment une page plein d'espoir en fait parce que même ton petit calendrier de l'Avent là avec tous les numéros là, juste avant le podcast, je l'ai regardé, je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'elle va mettre pendant 24 jours. Mais c'est sympa, c'est vraiment des pistes concrètes, des choses à essayer, des choses à explorer. Et donc voilà. Bon, il y a eu beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Quelle est ton ambition? Est-ce que tu veux nous parler des projets là maintenant que tu es en cours? Parce qu'il y en a un. Oui, absolument. Mais juste pour revenir juste rapidement sur ma page, donc pour moi c'était important de partager mon expérience et qu'elle puisse servir à d'autres. Ça clairement c'est pour ça que je l'ai ouverte. Et aussi en fait trouver une communauté qui vit la même chose et notamment dans l'après. Parce que tu vois aujourd'hui je suis dans l'après et l'après, toutes celles qui sont dans l'après, elles savent que punaise c'est compliqué aussi. Donc ça fait du bien de voir l'après des autres et d'échanger et de se sentir moins seule. Est-ce que c'est pas toi qui m'avais dit, je me demande bien quand s'arrête l'après? Ah oui, c'est bien possible. Est-ce qu'on est toujours dans l'après? Oui. Et si ça se trouve, ça s'arrête jamais. Donc cette page, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai maintenant et elle me fait énormément de bien aussi. Enfin voilà, c'est vraiment... Est-ce que ça t'aide à gérer l'après? Comment tu décrirais l'après maintenant? C'est un après qui est pas stable parce que j'imagine que voilà, c'est des grosses remises en question. Je me souviens un jour, tu avais écrit « La réponse est en toi ». Et tu t'étais dit « Mais où est-ce qu'elle est la réponse ?» C'est ça. Alors écoute, là je suis dans l'après. Pour moi, c'est totalement instable. Il faut savoir, là c'est pas le sujet de ce podcast, mais il faut savoir que je suis retournée au travail. J'ai décidé d'être plus que salariée et puis ça s'est pas très bien passé. Je me suis fait licencier, mais dans le fond, c'est ce qu'il me fallait parce que ça n'allait plus avec cette entreprise. Et je cherche un nouvel emploi, mais surtout je cherche un emploi avec du sens. C'est ça toute la remise en question et c'est super difficile. Et juste si je peux faire une petite parenthèse sur retour au travail. En fait, faut savoir que j'ai retravaillé pendant 1 an après mon cancer et j'avais hyper peur. Tu sais, on parle de chimio-brain et de concentration et de fatigue et tout. Et moi, je veux juste dire, pendant toute cette année-là où j'ai retravaillé, aucun souci au niveau mental, au niveau concentration. Enfin, j'ai très bien travaillé. Enfin, voilà, je sais pas comment on peut dire, mais tout est revenu. J'ai perdu aucune faculté et ça m'a fait du bien, même si ça c'est pas l'issue et pas hyper positive sur le dernier job que j'ai eu. Mais pendant 1 an, je me suis rendu compte que j'étais encore vraiment capable de travailler et ça c'est hyper important de le mentionner. Oui, et donc il y a beaucoup de peur, beaucoup de gens qui sont en traitement qui ont peur, donc c'est vraiment bien que tu le dises aussi. Il faut aussi entendre quand ça se passe bien. C'est important de le mentionner. Vraiment. Et moi, j'ai quitté cette entreprise en me disant, ok, là ça n'a pas collé au niveau des valeurs, du management, peu importe, mais je sais que je peux travailler. Je sais que je peux travailler comme avant et ça c'est hyper important. Donc voilà, ayez confiance. Ayez confiance, ça peut revenir tout bien. Et donc aujourd'hui, je cherche un
Ah ben attends, nouvel emploi mais tu as un magnifique projet. Oui, et j'ai un Tu projet. vas nous parler quand même de ton Oui, projet. oui, bien sûr. Et donc en fait, donc j'ai beaucoup écrit pendant tout le temps où j'étais malade et j'ai eu cette idée de guide. Et en fait, à un moment, je me suis dit allez, j'y vais. J'écris le premier jet de mon guide. Donc le premier jet, c'est quand on balance toutes ces idées comme ça, là, qu'on écrit au kilomètre sans que ce soit structuré ou quoi, mais on balance tout. Donc j'ai tout balancé. Je sais pas, j'avais peut-être 150 pages, tu vois, 150 pages d'idées, etc. Et là, je passe à l'étape 2. Ça, je sais plus quand c'était début 2020, je pense. Je passe à l'étape 2, maintenant, on y va, je structure mon guide. Et là, Adeline de Messi sort les 10 commandements pour traverser le cancer du sein, qui est un guide. Et je me dis, mais mince, voilà, elle vient de sortir le guide que je veux sortir. Zut, flûte, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut savoir, ça aussi, je te l'avais dit, quand j'écrivais, je me suis dit, je veux absolument plus rien lire sur le cancer de qui que ce soit, tu vois, parce que je voulais pas qu'on me dise t'as copié, en fait, ou je voulais pas être influencée, donc j'ai fait exprès de ne rien acheter, aucun livre, donc désolée Delphine, je n'ai pas encore lu le tien, et toutes les autres personnes, parce que je sais qu'on est plusieurs à avoir écrit des livres et qui sont sûrement tous fantastiques, je vais bientôt pouvoir les lire. Mais juste sachez que je ne voulais surtout pas savoir ce qu'il y avait dedans, voilà. Et t'inquiète pas, j'ai fait la même chose que toi, je voulais pas être influencée dans mon écriture aussi, tu vois, donc c'était après que j'ai bien voulu les lire. Et donc, en fait, quand le guide d'Adeline est sorti, je me suis dit, zut, flûte, mais moi, j'ai quand même 150 pages, mince, je vais pas abandonner là. Et en fait, il y avait une petite voix en moi, déjà, avant, qui me disait, mais pourquoi t'écrirais pas un roman? Mais vas-y, écris un roman, fais-toi plaisir. J'ai décidé d'avoir une héroïne qui s'appelle Mélissa, d'écrire à la 3e personne, donc c'est plus moi. Bien sûr, c'est extrêmement autobiographique, mais pas que. J'ai inventé des personnages, j'ai un peu modifié des situations, mais tout pour être vrai. Et aussi, je dois avouer, j'ai pris des trucs sur Instagram. J'avais lu le témoignage d'une personne quand elle allait en chimio, il y a une copine qui venait avec elle et qui lui ramenait des bons à gratter de l'auto, tu vois. Je trouvais ça génial, et pendant ses chimios, elle grattait pour voir si elle avait gagné, je sais pas. Mais c'était moi? C'était toi, non? Mais oui, c'était toi. Bah écoute, peut-être. Et ben voilà, et ben il y en avait peut-être d'autres, mais c'était notamment moi. Et ben ça, je l'ai piqué d'Instagram et je l'ai mis dans mon livre parce que je trouve génial, tu vois. J'en parlerai à ma copine qui m'avait acheté des billets de loto. Oh, c'était génial. Et ben, tu vois, donc sur Instagram, j'ai relevé des trucs que je trouvais rigolos, sympas et qui allègent en fait le quotidien des malades, hein, clairement. Et j'ai décidé de les mettre dans mon livre. Donc en fait, là, j'ai écrit un roman autobiographique qui raconte tout le parcours cancer avec toutes les phases difficiles qu'on passe, mais aussi les phases joyeuses et qu'on a le droit d'être content d'être en vie et de profiter de la vie et de rire et de sourire. Que voilà, on a le droit aussi d'aller bien parfois, même pendant le cancer. Donc moi, c'est un peu le message de mon livre. Et il s'arrête pas, je vais spoiler, hein, à la fin, elle est toujours en vie, mais ça s'arrête pas après le cancer, ça traite et l'après, une fois que tout ça est terminé, et qu'est-ce qu'on fait avec? Et alors là, je ne vous raconte pas la fin, qui est une très jolie fin, que j'adorerais être ma fin, mais pour l'instant, c'est juste dans un roman. Donc j'ai écrit ce livre et j'ai trouvé un éditeur, donc on est en train de travailler la couverture. Mais il est déjà écrit et corrigé là maintenant à l'heure actuelle, parce que là aujourd'hui on est le 26 octobre, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont écouter le podcast dans 6 mois, dans 1 an, donc 26 octobre 2021. Donc il sort quand en fait? Alors, écoute, il sort en décembre 2021 ou en janvier 2022. Là, il est écrit, il est en train d'être corrigé. Donc, j'attends les épreuves corrigées pour envoyer le tout. La couverture est prête, la 4e de couverture. Je te conseille de quand même relire encore les corrections parce que il y a des correcteurs professionnels qui lisent. Il reste encore une 50aine d'erreurs. Ouais. Oui, j'en suis persuadée. Donc, si tu veux, là, le processus est hyper bien enclenché et voilà, il sera disponible en décembre pour le sapin de Noël ou en janvier pour bien partir 2022. Et en fait, l'objectif avec ce livre, c'est de donner un peu de sourire aux personnes qui traversent ça ou qui accompagnent. Voilà, clairement. Comment il va s'appeler? C'est une surprise? T'es pas obligé de le dire. Je vais le dire, mais je sais pas si ça va passer. Mais aujourd'hui, il s'appelle Le Dragibus Rose et avec en sous-titre Perruque, jus vert et ruban rose. Ah, super sympa. Mais Dragibus Rose, j'imagine qu'Haribo doit donner son accord. Ça, exactement. Et ça, je ne sais pas si ça va passer. Donc, Donc, le titre n'est pas encore arrêté, mais c'est celui que j'aimerais qu'il soit le titre. Et donc, en fait, si je peux caricaturer un petit peu et au risque de choquer certaines personnes, j'ai envie de dire, j'ai écrit un feel good sur le cancer. Voilà. C'est comme ça que je veux le présenter.
Même si je raconte, oui, les choses difficiles aussi qui se passent quand on est en traitement. Tu ne nies pas les difficultés de la maladie, tu ne nies pas les difficultés de l'après. Écoute, la date de diffusion sera évidemment en 2022, donc je pense que en fait ton livre sera déjà sur le marché. Et donc, on mettra évidemment sur la page du site, donc sur la page de Cancer Je Gère, tous les liens. S'il n'est pas encore sur le marché, peut-être avoir la première de couverture ou quatrième de couverture. Et comme ça, les gens peuvent directement se le procurer. Alors, bon, la petite question toujours classique. Comment est-ce que tu aimerais je pense qu'on aurait bien aimé continuer encore, mais voilà, là on a déjà enregistré pendant 1 heure, on a tellement de choses à se raconter, mais j'encourage tout le monde à aller voir sur ta page Instagram. Mais comment est-ce que tu aimerais clôturer ce podcast? J'aimerais dire une chose avant de clôturer. Ah, d'accord. Parce la pré-clôture. Ouais, c'est ça, la pré-clôture. Il y a une petite chose dont on n'a pas parlé, mais qui est hyper important, c'est les enfants. Et je veux juste vous donner 2-3 trucs que moi j'ai utilisés avec mes enfants, qui avaient donc 7 et 10 ans. La première, c'est quand on leur a parlé de ma tumeur, on leur a dit, c'est comme un dragibus, ça a la taille d'un dragibus. Non, mais voilà, le dragibus rose, ça vient de là, c'est-à-dire, c'était à peu près la taille, donc on a dit, c'est comme un dragibus, mais il est mauvais, il faut l'enlever. Et comme ça, l'image, elle parlait aux enfants parce qu'ils comprenaient de quoi on parlait. Ils disaient, OK, on va enlever le truc, là, on va enlever le bonbon du sein de maman, et après, ça ira bien. Donc ça, c'est l'image qu'on a prise. C'est sympa ensuite, comme image, hein. Oui, et enfin c'était parlant pour eux, tu vois. Ensuite, il y a 2 autres choses que j'aimerais partager. On avait mis en place une échelle d'énergie. Donc j'avais dit aux enfants, mon énergie, elle va aller de 0 à 5. 5, je peux faire tout ce que vous voulez, et plus on descend, plus je suis fatiguée, moins je peux faire de choses avec vous. Et donc des fois j'arrivais en disant, regarde, là j'ai 2, je peux te lire une histoire, mais je peux pas aller jouer dehors. Bon, voilà. Et ça, pour les enfants de cet âge, ça marche hyper bien parce que ils comprennent tout de suite. Et la dernière chose qui m'a beaucoup aidée, c'est un bricolage qui est tiré d'un livre. Et le livre aussi, on le mettra si tu veux sur ton site. Et ça s'appelle Kaki Anne et le crabe. Et donc, en fait, c'est un livre pour les enfants qui explique, voilà, une maman qui a le cancer et tout ce qu'elle traverse, mais surtout le bricolage. Il y a un crabe à bricoler, il est génial. Donc, en fait, tu dessines avec l'enfant ou les enfants, tu dessines un grand crabe et tu lui fais plein de pattes et bon, voilà, tu lui fais plein de bouts. Et à chaque gros traitement, t'enlèves un bout et tu le brûles, tu le jettes, tu fais ce que tu veux. Donc, après chaque chimio, on coupait une patte et on l'a jetée, tu vois. Et ça aussi, pour les enfants, notamment les plus petits, ils comprennent que quand il y aura plus de crabe, ce sera fini tout ça. Et j'ai fait ça avec mon fils le plus jeune et on a adoré. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce crabe, théoriquement, il est affreux, il est moche, c'est un monstre. En fait, tu dessines un monstre, quoi. Et tu as encore des photos du dessin que tu as fait avec tes enfants? Il faudrait que je vois si je le retrouve. Dans ton téléphone ou quelque chose comme ça? Je vais regarder. Mais il faut savoir que mon fils, il a dit, on va lui mettre des paillettes et du rose et du jaune et tout. En fait, c'était un super beau crabe. C'était pas du tout un monstre, mais je me dis, mais super, si ça sort comme ça et qu'en plus c'est une jolie créature, tant mieux. Donc voilà, je voulais juste partager ces petits trucs. Mais c'est super, franchement, j'aimerais bien les mettre sur la page du site parce que voilà, on voit quand même sur Instagram que la communauté est de plus en plus jeune et les enfants sont très jeunes, hein, donc. Ouais. Voilà. Et en fait, pour terminer, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On parle beaucoup de morts, de décès, de c'est dur, des triples négatives. Enfin voilà, je sais que c'est terrible pour beaucoup de personnes, mais aussi ça se soigne, on peut en guérir. Et j'ai une tante qui a eu un cancer du sein il y a 30 ans et qui est guérie et qui va bien. Et en fait, si on regarde autour de nous un peu plus loin, voilà, on peut être encore là 20, 30, 40 ans après. Et je trouve ça hyper important de le dire parce qu'en fait, aujourd'hui, si une femme vient d'apprendre qu'elle a le cancer, bien sûr, elle va avoir peur de mourir, c'est normal, c'est le premier réflexe. Mais j'aimerais aussi qu'elle puisse se dire qu'elle va peut-être vivre. Voilà, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que cancer du sein pris tôt, après 10 ans, on est 90 ou 80% à être encore là. Mais 80%, c'est quand même énorme, tu vois. Et en fait, c'est ça. J'aimerais, en fait, aujourd'hui, que certaines personnes se disent, OK, il y a peut-être 15-20% de chances que ça soit terrible, mais 80% de chances que tout aille bien. Et raccrochez-vous aussi à ça, en fait. Voilà. Oui, le positif. Ouais. À l'espoir. À l'espoir. Et moi, c'est ça qui m'a fait tenir. Je me suis dit, c'est comme Fabienne. Fabienne, elle a dit, j'ai une chance sur 1 million d'avoir un donneur, je vais le trouver. Je vais le trouver.
Et ben voilà, 80% Mais non, de chance, parce que ça pourrait être vous. Mais oui, mais écoute, tu as de la chance d'être très positive et c'est vrai que ça fait du bien en fait d'entendre des témoignages comme les tiens parce que voilà, c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas facile quand il y a des métastases, c'est pas facile, mais c'est aussi important pour moi d'inviter des gens qui sont aussi positifs, qui balancent des messages d'espoir et c'est vrai que qui ouvrent le champ des possibles, qui parlent d'expériences qui les ont aidés. Et Fabienne, c'est vrai, une chance sur 1 million. Pour elle, une chance sur 10 ou une chance sur 1 million, elle voyait pas trop la différence, mais c'était ça fait du bien à entendre aussi. Donc voilà, en tout cas vraiment merci Nathaëlle en tout cas d'avoir partagé tous ces témoignages très positifs, tout ce qui t'a aidé. On va te retrouver évidemment sur la page le Dragibus rose qui est toute rose. On va te retrouver dans ton livre, on va te retrouver sur la page du site Cancer je gère. Donc en tout cas vraiment merci pour ce beau message d'espoir, ce beau message positif. Eh ben, merci à toi vraiment de donner la parole à nous toutes et de nous permettre d'échanger cette expérience. Et vraiment, si ça peut aider d'autres personnes, tant mieux. Voilà. Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!